Bonjour, ravi de vous retrouver pour 300 millions de critiques. Nous sommes toujours à l'Institut du Monde Arabe pour présenter cette émission de critique non seulement du monde culturel, mais des différents produits culturels, les livres, la musique, bref, tout ce qui nous plaît, tout ce qui vous plaît. Nous allons partir dans le monde entier grâce à vous, avec les amis qui sont derrière moi, et avec le sommaire que voici. À Mons, capitale européenne de la culture 2015, une exposition est consacrée au poète Paul Verlaine qui fut incarcéré dans la cité belge après avoir tiré sur Arthur Rimbaud. L'exposition Verlaine cellule 252 sera l'objet de notre premier débat. Deux œuvres francophones ont été classées parmi les 150 meilleurs livres de l'année par un magazine littéraire américain. Kamel Daoud et Riyad Satouf. Quid de cet engouement très ouvert pour la littérature francophone aujourd'hui dans 300 millions de critiques? France Gall et Michel Berger, deux noms indissociables au panthéon de la variété francophone. La disparition de l'un, Berger, a entraîné le silence de l'autre. France Gall remet aujourd'hui à l'honneur les chansons de Michel Berger dans la comédie musicale Résiste, qui se joue à Paris et dont nous allons parler. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Donc, ravi de vous retrouver. Vous avez constaté que le sommaire est riche, varié. Et nous allons donc parcourir cette émission avec Estelle Martin. Ma chère Estelle, bonjour. Bonjour, Guillaume. De TV5 Monde. Arnaud Vivian, que vous avez découvert et que vous connaissez maintenant, qui est le patron de la revue Shark, mais qui est aussi romancier et critique. Mon cher Arnaud, donc bonjour et bienvenue. Mathieu Dugal de Radio-Canada, qui est ici, qui traverse chaque semaine l'océan pour nous retrouver, ce qui est un plaisir pour nous. Yves Bigot, qui est carrément le patron de TV5 Monde, mais qui participe avec beaucoup de gaieté à cette émission, notamment quand il s'agit de musique, mais en plus en général, d'ailleurs, sur tous les sujets. Et puis donc Michel Siruti, alias Le Cervin, de la radio-télévision suisse. Voici donc le premier sujet qui nous interpelle aujourd'hui. Il s'agit, pour ouvrir cette nouvelle émission, de la capitale européenne de la culture qui s'appelle Mons, qui est située donc en Belgique, comme vous le savez. Le Palais des Beaux-Arts consacre une exposition au poète Verlaine, qui fut incarcéré dans cette cité belge entre 1873 et 1875, après avoir tiré sur Arthur Rimbaud. C'est le fait divers peut-être le plus célèbre de l'histoire de la littérature française. L'exposition Verlaine, cellule 252, raconte l'histoire de ce fait divers entre ces deux amants terribles de la littérature. Juste après ce sujet, nous en parlerons évidemment en plateau. Le voici. J'ai naguère habité le meilleur des châteaux, dans le plus fin pays d'eau vive et de coteaux. 4 tours s'élevaient sur le front d'autant d'ailes, et j'ai longtemps habité l'une d'elles. Voilà comment Paul Verlaine décrit la prison de Mons, où il arrive en octobre 1873. Il arrive parce qu'il est condamné à 2 ans d'emprisonnement pour avoir tiré 2 coups de revolver sur Rimbaud dans la chambre d'un hôtel bruxellois. Et puis voilà, il va arriver dans cette prison qui est toute neuve à l'époque. Elle a été construite en 1860, donc il arrive dans ce qu'il appellera, lui, le meilleur des châteaux. Donc il n'est pas si mal dans cette prison, en fait. C'est avec ce petit pistolet présenté dans la très belle exposition Verlaine, cellule 252, que le poète tire sur son amant. Arthur Rimbaud est touché au poignet, c'est le point de départ de ce que l'on appelle l'affaire de Bruxelles. Tous les documents du dossier judiciaire conservés à la Bibliothèque royale sont exposés ici, à Mons, et c'est passionnant. En fait, Rimbaud ne porte pas plainte, mais ça n'empêche pas Verlaine d'être condamné, puisque les faits, ce sont ses mœurs qui jouent contre lui. Il est condamné d'abord pour son aspect, comme clochard ténébreux, il ne paye pas de mine, Verlaine. Et puis surtout, il est condamné pour sa relation homosexuelle avec Arthur Rimbaud. Et là, le juge s'en rend compte immédiatement en regardant les lettres échangées entre les deux poètes, et puis en tombant sur le poème, très beau poème, Le Bon Disciple, qui évoque explicitement une relation homosexuelle. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Et d'autres poèmes soufflent encore des mélodies aux chanteurs d'aujourd'hui, un peu comme si, en plus d'être poète, Verlaine était compositeur. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Tout texte a une musicalité, et celui-là en particulier. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est commencé par le dire, et puis la mélodie est venue. Donc effectivement, il y a de la musique. La poésie de Paul Verlaine n'est pas moderne, elle est tout simplement intemporelle. Alors l'histoire de ce poète, en Belgique comme ailleurs, n'est pas encore finie. Il y a encore des vers à écrire.
Voilà donc ce sujet. Vous savez que Paul Verlaine est né à Metz, Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières. Et donc ces deux grands poètes de l'histoire littéraire du 19e siècle ont eu une histoire d'amour qui est passée par la Belgique à Mons, mais également par l'Angleterre. Qui s'y colle? Qui veut ce jeu? Yves. Puisque je suis le Belge de service aujourd'hui, tout en ne l'étant pas. Cette histoire, évidemment, vous l'avez dit Guillaume, c'est le fait divers peut-être même de la littérature mondiale, pas seulement française ou francophone. Il y a Gauguin et Van Gogh quand même, l'oreille. C'est la peinture, ça. C'est la peinture. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est une histoire d'amour. Donc ça ajoute évidemment au côté fait divers, avec la tension émotionnelle. Paul Verlaine a épousé Mathilde, 17 ans, il la bat, il la viole, il la trompe, et il tombe amoureux du jeune Rimbaud qui le sollicite, puisque Verlaine est déjà un homme de lettres, et Rimbaud est juste un aspirant qui écrit, qui est très jeune. Il le sollicite. Verlaine est bisexuel. Rimbaud et lui vont connaître une aventure, des amours de tigre, écrit Verlaine pour résumer leur relation, à Bruxelles, à Londres, et ils se retrouvent le 10 juillet dans un hôtel où réside Rimbaud à Bruxelles, mais Paul Verlaine, avant de le rejoindre, est déjà ivre à l'absinthe, c'est un ivrogne, il boit tous les jours, et il va se rendre aux 11 Galeries de la Reine, chez Montigny, armurier bruxellois, à côté de l'appartement de Juliette Drouet, et il achète donc ce revolver qui, pour la première fois, est exposé à Mons dans cette exposition avec un très bel accrochage par ailleurs. Il se rend donc dans la chambre d'hôtel qu'occupe Rimbaud. Rimbaud lui annonce qu'il veut le quitter. Ils se disputent, ils descendent boire un coup sur la Grand Place car l'hôtel est contigu à la Grand Place. Ils vont à la maison des Brasseurs. Rimbaud boit, Verlaine s'imbibe encore un peu plus. Il remonte dans la chambre d'hôtel. Et l'absinthe, c'est pas du Côte-du-Rhône. Non, c'est quand même extrêmement radical. Surtout à cette époque. C'est vrai, et on en trouve moins d'ailleurs, c'est moins facilement. Et là, ils se disputent. Rimbaud confirme qu'il veut quitter Verlaine. À ce moment-là, Verlaine tire 2 coups de revolver, un qui atteint Rimbaud au poignet. Et l'autre qui va se ficher dans le plancher. Mais jusque-là, c'est toujours une bagarre d'amants. Il ne se passe rien, ils continuent à se disputer et Rimbaud annonce que donc il va quitter Bruxelles. Ils se rendent ensemble vers la gare du Midi, donc Verlaine suivant son amant qui veut le quitter. Et là, arrivé place de Rouppe, à ce moment-là, Verlaine veut à nouveau tirer sur Rimbaud. Et donc à ce moment-là, Rimbaud se rue sur un agent de police bruxellois et là dit que sa vie est en danger, ce qui va conduire donc à l'arrestation de Verlaine. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'il va y avoir un procès extrêmement retentissant et absolument scandaleux pendant lequel on va vouloir démontrer que Verlaine est homosexuel. Il va subir des analyses du pénis et du rectum voulant prouver qu'il pratique... Vous êtes sûr que c'est une émission culturelle? Oui, bien sûr. Oui, mais on parle... Non, mais il y a un petit côté secret d'histoire. Je me dis, tiens, Bigot transformé en berne. C'est surtout ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Faites entrer l'accusé, voilà. C'est pas vraiment d'avoir voulu tuer Rimbaud. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on lui reproche, mais ce qu'on lui reproche, c'est d'être homosexuel et d'avoir presque un délit de sale gueule à Verlaine. C'est en tous les cas ce que effectivement la justice avec Oscar Wilde bruxelloise va vouloir démontrer. D'ailleurs, il y a des attendus qui sont absolument hallucinants quand on les lit aujourd'hui. Et donc, suite à ça, donc, Verlaine va être incarcéré pendant un peu moins de 2 ans à Mons, capitale du Hainaut, donc cellule 252 que j'ai visité. Il y a eu un film qui a été tiré évidemment aussi de l'histoire de Verlaine et Rimbaud. Du film d'Agnieszka Holland, la réalisatrice polonaise, justement, avec Leonardo DiCaprio. Absolument. Donc, vous voyez, on ne parle pas ici de quelque chose d'anecdotique. On est en train de parler de quelque chose qui fait partie intégrante de l'histoire de la littérature. D'ailleurs, il faut dire aussi que c'est quand il était en prison à Mons que Paul Verlaine a écrit son art poétique, dont la musique avant toute chose, etc. Et c'est suite à ça que Rimbaud va écrire Une saison en enfer. Donc c'est un élément quand même déclencheur extrêmement important dans la carrière et l'œuvre de ces deux. Alors pour le coup, moi j'ai tendance à faire attention à la manière dont on traite les gens, dont on qualifie les gens de poètes. Alors là, pour le coup, on en a de vrais. Oui. Mathieu. Je vous donner mon droit de parole.
Ça va. Pardonnez-moi, ma chère Estelle. Mathieu. Mais en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, d'ailleurs, j'allais dire, moi je suis déçu, j'ai pas vu l'expo, mais après votre exposé, je pense qu'on n'a pas besoin. Elle est magnifique, elle se poursuit jusqu'au 26 janvier. En fait, ce qui est intéressant de manière plus générale là-dedans, c'est de voir, et ce serait intéressant qu'elle voyage cette expo-là, c'est que de voir de plus en plus qu'il y a un mouvement général de la mise en scène de la littérature. Et il y a plein d'organismes, notamment chez nous au Québec, qui travaillent là-dessus. Récemment, à Québec, on a ouvert, par exemple, la Maison de la littérature, qui est dans un ancien temple anglican. C'est dans le Vieux-Québec, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui vont voyager à Québec, qui vont dans le Vieux-Québec. Donc, c'est une espèce d'hybride entre la salle de spectacle et la bibliothèque classique. Et on présente là-dedans des spectacles littéraires. On a des expositions. Il y a une exposition permanente, par exemple, sur la liberté dans la littérature québécoise. D'ailleurs, si vous voulez découvrir la littérature québécoise, vous allez à cette maison de la littérature-là, qui est vraiment magnifique. Il y a une rénovation qui est très, très belle. Et donc, on sent qu'il y a une volonté plus générale de faire sortir la littérature du livre, de la faire voyager sous d'autres supports. Et d'ailleurs, vous savez que dans le cadre de cette capitale culturelle de l'Europe à Mons, il y a une compagnie québécoise qui est basée d'ailleurs à la Maison de la littérature à Québec, qui sera en spectacle. C'est la compagnie Rhizome. Donc, c'est des Belges encore là qui nous écoutent. Si vous voulez découvrir ce qui se fait dans ce genre-là, qui est quand même assez intéressant, parce qu'on n'est pas dans le spectacle théâtral, on n'est pas dans la littérature, on est vraiment dans un hybride, dans toutes sortes de pratiques. Et donc, la compagnie Rhizome sera à Mons, c'est du 27 novembre au 12 décembre, et on va présenter un spectacle qui s'appelle Cœur et qui participe un peu à la manière dont l'exposition Verlaine met en scène pas seulement cette anecdote-là, mais aussi toute la littérature qui est née de ça. Donc, fait sortir la littérature des livres. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un lien entre Mons et Québec dans cette histoire-là. Estelle, vous étiez sur le point de bouillir. Non, c'est le moment. Je voulais juste rappeler que ça a été un moment intense de création artistique pour Verlaine. C'est aussi pour ça que cette exposition est très intéressante. C'est contrairement à Oscar Wilde, lui, il a été enfermé pendant près de 2 ans, vous l'avez dit, dans cette prison de Mons, qui était toute neuve, qui était plutôt une prison pas agréable, mais presque. Et il a pu se consacrer à son art. Il y a eu 32 poèmes. Et ce manuscrit, c'est devenu un trésor national en France depuis 2005. C'est vraiment quelque chose d'inestimable. Et il faut le rappeler, il faut vraiment rappeler que ça a été une force de création. Et je trouve tout l'intérêt de cette exposition. Et aussi, il y a eu une exposition en France pour dire que vraiment ce moment a été crucial dans la vie artistique de Verlaine. C'était aussi, c'était Verlaine emprisonné. Et c'est vrai que c'est une force importante de rappeler que c'est pas que ce fait divers, que ça dépasse aussi le fait divers, et que l'esprit de Verlaine se poursuit, puisque, comme vous le savez, il y a un prix Verlaine 2015 qui a été... Il y a Gainsbourg. Oui, il y a Gainsbourg, mais il y a un prix Verlaine qui est remis par l'Académie française, justement, pour saluer un poète. Et là, je tenais juste à dire que c'était le poète slammer Marc-Alexandre Obambé, dit Capitaine Alexandre, qui a reçu ce prix en 2015 pour le Chant des possibles, édition la Cheminante. Je vais y arriver. Puisque nous sommes justement, je voulais simplement signaler, puisque nous sommes à proximité du musée d'Orsay, vous savez qu'il y a le célèbre tableau de Fantin-Latour au coin de la table, où on voit justement, parmi les poètes de cette génération-là, au coin d'une table, c'est un tableau où les hommes sont habillés en noir, justement Verlaine et Rimbaud qui sont l'un à côté de l'autre. Verlaine, déjà malheureusement sans cheveux, homme adulte, et puis donc le jeune Rimbaud qui est à ses côtés. Cellule 252, donc Turbulence poétique, Mardaga, qui est aussi intéressant parce qu'on a parlé de l'histoire de la peinture avec Fantin-Latour, de l'histoire de la littérature, mais on pourrait parler aussi de l'histoire de la photo, parce que les photos de Rimbaud, vous le savez, sont rarissimes. On a cru en identifier une nouvelle en dehors de celle qu'on connaît, et en fait, semble-t-il, c'est un faux, alors qu'il y a de très nombreuses photos de Verlaine. Cette exposition, donc cellule 252 Verlaine, est au Palais des Beaux-Arts de Mons, je vais être précis, jusqu'au 24 janvier 2016. Et pour terminer ce débat ou cette conversation, on s'intéresse au compte Instagram de Charlotte avec ce portrait abîmé de Rimbaud exposé à Mons dans le cadre de Verlaine, cellule 252. Vous nous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission, vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent donc en bas de l'émission. Voilà, Arnaud reste avec nous et c'est Yves qui nous quitte momentanément. On va retrouver Slimane Zeguidour pour le deuxième sujet qui concerne donc les États-Unis avec la francophonie à l'honneur. Les Américains
aimerait-il finalement la francophonie en matière de culture? En tout cas, ça semblerait bien être le cas, puisque pendant très longtemps, il y a eu de la résistance, en tout cas, puisque 2 œuvres de langue française ont été classées parmi les 150 meilleurs livres, classement annuel du magazine qui s'appelle Publisher Weekly. Il s'agit de Meursault Investigation, donc traduction de Meursault contre-enquête de l'Algérien Kamel Daoud, dont on a parlé ici même, et d'une BD qui s'appelle en anglais, donc dans cette liste, The Arab of the Future, de Riyad Sattouf, la version américaine de l'Arabe du futur, qui s'y colle et qui considère finalement, puisque vous êtes le dernier venu, que c'est au fond ce qu'il y a de plus intéressant, bonjour mon cher Slimane, dans ce qui a été produit en France en matière de littérature ou dans l'espace francophone ces derniers mois. Ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce que vous considérez justement que ce choix qui a été fait par Publisher Weekly est un choix aiguisé, intéressant, pertinent? Il faut être franc. Hein. En tout cas, il procède d'une perception qu'ont les Américains de la France que nous ne connaissons pas très bien. C'est-à-dire que pour les Américains, le français n'est pas une langue de culture, donc de la culture de l'Hexagone, c'est une langue de civilisation. Pour eux, le français, c'est la langue des Maghrébins, des Africains, des Québécois, et donc ils en ont une vision très vaste. J'ai remarqué par exemple qu'aux États-Unis, les professeurs de littérature française sont très souvent des Maghrébins ou des Africains, car ils ont une perception de la francophonie comme une dimension universelle, une des composantes du monde. Et les Antillais et les Africains comme Mabankou. Et donc il n'est pas très surprenant, ça peut paraître... Édouard Glissant. Édouard Glissant, ouais. Patrick Chamoiseau. Ouais. Et donc ce n'est pas du tout surprenant qu'ils aient procédé à ce choix. Ça nous surprendre. Et c'est d'autant moins... Michel Serruti. Et je pense que c'est d'autant moins surprenant que ça s'inscrit dans 2 choses. D'abord, le bouquin de Kamel Daoud, on en a discuté autour de cette table la saison passée, est un bouquin qui est excellent de par ses qualités simplement littéraires. Ensuite, il fait référence à Camus. Alors Camus, ça va bien au-delà de la francophonie. Je veux dire, il est évidemment connu aux États-Unis aussi. C'est un personnage qui est grand comme ça, donc il y a un intérêt américain. Ensuite, la thématique qui est abordée dans le bouquin de Kamel Daoud touche aussi aux États-Unis, au-delà de la langue, à mon avis. Et c'est ce qui fait leur intérêt. Pour ce qui est du roman graphique de Riyad Sattouf, qui est excellent, moi je vous conseille de le lire parce que c'est un véritable voyage à travers une époque, des réalités sociales. Enfin, vraiment, lisez-le, pardon, c'est extrêmement intéressant. Là, je pense aussi que pour des Américains, pour des anglophones, il peut n'y avoir qu'un intérêt parce qu'ils sont très ouverts au roman graphique, notamment parce qu'ils ont été éduqués, entre guillemets, depuis un certain nombre d'années avec Art Spiegelman et puis Maus, ou avec Sacco, Joe Sacco et autres. Donc ça fait partie, on va dire, de leur paysage littéraire, entre guillemets. Donc, au-delà, moi je mettrais un bémol à cette espèce de fierté qu'on peut avoir par rapport à la langue française. Je trouve que, surtout, ça traite de thèmes qui vont bien au-delà de la francophonie et qui intéressent aussi les anglophones. Et puis, le format, en tout cas pour l'Arabe du futur pour Riyad Sattouf. C'est joli comme lapsus. Je vais y arriver. J'aimerais bien m'appeler Riyad Futur. Et c'est vrai que ne peut que les intéresser, voilà. Oui, c'est la volonté de Riyad Sattouf d'écrire simplement. Il a dit qu'il avait vraiment écrit, c'est son histoire, hein, celle de son enfance avec son père qui était un chantre du panarabisme, qui justement voulait voir l'Arabe du futur, qui a même des déclarations assez étonnantes, même plus qu'étonnantes. Voilà. Et c'était vraiment la volonté de Riyad Sattouf de raconter de manière simple. Il dit, j'ai voulu faire un livre que ma grand-mère aurait compris. Et peut-être que ça, les Américains y ont été sensibles, parce que c'est vrai que la Syrie de cette époque, finalement, on la connaissait pas si bien que ça. Non, mais même en plus, même nous. Et c'est un couple mixte, puisque sa mère est bretonne. Et vraiment, et en plus, tout ça est vu par un regard d'un enfant. Alors, c'est simple, sans Vous avez être presque simpliste. envie de me donner envie de lire. Lisez-le, franchement, c'est extrêmement bien. Oui, parce que même nous, comme vous l'avez si bien dit, Michel, on connaissait mal l'histoire de la Syrie à cette époque-là. Et Riyad Sattouf a cette touche de génie de nous replonger dans cet univers-là, qu'on connaissait très peu. En plus, l'Arabe du futur, je trouve que c'est un titre assez incroyable. Et ça a été un énorme succès en France aussi, puisqu'il s'est vendu à 200 000 exemplaires. Donc, c'était pas non plus étonnant que... Enfin, si, ça l'est quand même, parce que c'est vrai que Riyad Sattouf, qui cartonne aux États-Unis, peut-être même lui n'y croyait pas au début. Mais je pense que vraiment l'intérêt même de... C'est très original, ça n'a pas été abordé dans d'autres livres et de cette manière aussi... ludique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment original. Il y a un côté naïf dans tout ce qui est mis en avant, mais qui ouvre des portes et qui amène à des dimensions d'interrogation, de compréhension de phénomènes qui peuvent se passer aujourd'hui, ou en tout cas de la façon dont l'histoire s'est développée, qui sont d'une pertinence folle. C'est vraiment très très bien.
Le grand avantage, c'est que le débile léger que je suis par moment, qui justement est allergique à la bande dessinée, peut être touché par le sujet. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le sujet qui vous ramène à la bande dessinée qui est en fait, qui est extérieure à un certain nombre de snobs dont je fais partie. Débile léger. Mathieu, vous avez l'air sage comme une image, En fait, bleu comme un canard. Ouais, c'est ça, j'ai mon bleu français, Voilà. il manque du Et rouge. profond comme un blanc. Québécois. comme le fleuve. En fait, je pense que ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a une résurgence aussi du français aux États-Unis. Vous savez, il y a notre collègue de Radio-Canada à Vancouver, Dominique Arnoldi, l'année passée, qui est allé faire un reportage sur les écoles d'immersion aux États-Unis. Vous savez que le français est en deuxième position derrière l'espagnol dans les écoles d'immersion aux États-Unis. Il faut quand même se le redire. Il y a une histoire francophone des États-Unis aussi qui est très féconde. Qu'est-ce qu'une école d'immersion? Une école d'immersion, c'est une école où on va apprendre une autre langue. Et donc, il y a les Espagnols pour des raisons évidemment évidentes. Il y a la langue espagnole pour des raisons évidentes. Mais il y a aussi le français qui fait un retour. Le français, évidemment, a été extrêmement parlé sur la côte est américaine. Vous savez qu'il y a 2 millions de Canadiens français qui ont quitté au 19e siècle, au 19e au début du 20e siècle, pour aller en Nouvelle-Angleterre parce que c'était la crise au Québec et dans la population francophone là-bas. Et donc, d'une part. D'autre part, il y a une histoire américaine qui est très francophone. Quand on pense, par exemple, à l'expédition Lewis and Clark qui a découvert l'ouest des États-Unis, c'était des Canadiens français qui étaient derrière ça. C'était des gens qui étaient à Saint-Louis, il faut quand même le dire. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir que les Américains, en tout cas, semblent avoir gardé un contact avec ça. On n'a qu'à penser à John Kerry, le secrétaire d'État, qui parle un français extraordinaire. Quasi parfait. Et qui, d'ailleurs, avait dû le cacher lors des élections contre George Bush parce qu'on lui reprochait... De trop bien parler français. C'est ça, il y a des républicains qui lui reprochaient de trop bien parler français. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un fait français aux États-Unis qui continue à se maintenir. Il y a énormément de francophones, évidemment, en Floride, dans l'État de New York. Donc, on a une présence qui est là. Un mot et Arnaud va conclure. Et même à Hollywood, j'ai été invité par les alliances françaises de la Silicon Valley en février dernier. Et en passant à Los Angeles, j'ai demandé à la directrice de l'Alliance quel était le profil des étudiants, des apprenants de français. Donc, elle m'a dit que c'est la classe moyenne, mais aussi, elle m'a dit une bonne partie des stars de Hollywood viennent apprendre le français à titre individuel avec une clause de confidentialité pour qu'on ne dise pas qui ils sont. Et ils sont parmi les plus gros bienfaiteurs de l'enseignement du français, donc via l'Alliance française du français aux États-Unis. Arnaud, je termine avec vous, avec la question la plus délicate. Est-ce que vous considérez justement que ce jugement est, du point de vue de la littérature française, pertinent? Parce que maintenant, on a essayé d'expliquer le jugement de Publisher Weekly, les raisons pour lesquelles ces 2 ouvrages qui sont remarquables ont été dans la liste. Ouais. Mais est-ce que finalement, c'est le bon jugement? Je pense à quelque chose qu'on aime tous aussi, c'est la fameuse liste de restaurants. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps dans les grands organismes et les grands jurys anglo-saxons qu'il y a de moins en moins de restaurants français. Donc est-ce que finalement, Riyad Sattouf et Kamel Daoud, c'est une manière de dire la littérature française classique et les auteurs classiques, j'allais dire à la Modiano, ils ne nous intéressent plus, quoi. C'est vrai qu'il y a une ouverture sur la francophonie, finalement, sur l'espace francophone de la littérature. Et c'est juste que les Américains, au niveau universitaire, ont une optique beaucoup plus sociologique que nous. Nous, on est un petit peu du côté de la littérature pure. La critique littéraire. Oui, de la critique littéraire, alors que les Américains étudient justement le point de vue sociologique. Qu'est-ce que la littérature apprend sur la sociologie, finalement, sur les groupes ethniques? Ça a toujours été leur point de vue sur la littérature. Et je crois que ces 2 ouvrages, donc l'Arabe du futur, et on pourrait dire, l'autre pourrait s'appeler l'Arabe du passé, puisque c'est le contre-champ, finalement, de L'étranger de Camus, dont il faut rappeler que c'est un des livres les plus lus au monde. C'est un des livres aussi à travers lequel les Américains, L'étranger de Camus, apprennent le français. C'est un livre très facile, très pédagogique, on le sait, pour apprendre le français. C'est sa force à ce livre de Camus. Et donc évidemment, le contre-champ, là, par Daoud, qui a failli avoir quand même
même, rappelons-le, le prix Goncourt l'année dernière, qui était finaliste. C'est tout à fait passionnant. D'un côté, c'est très postmoderne de réécrire une œuvre du point de vue du frère de l'arabe qui a été tué donc par l'étranger, puisque c'est ça le sujet. C'est à la fois postmoderne et évidemment, c'est un enseignement sur le rapport entre la France et l'Algérie à l'époque. Je voudrais leur montrer Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, le voici, c'est Actes Sud et Riyad Satouf, l'arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient, donc à la édition. Je vais me mettre à la bande dessinée. Voilà. Roman graphique. C'est comme les coiffeurs, artistes capillaires. Exactement. Pour terminer, un coup d'œil sur un tweet d'actualité, l'Algérien Kamel Daoud a réussi à exporter Albert Camus donc aux États-Unis. Vous nous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet, donc les livres dont nous parlons aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Slimane d'être venu nous voir. Nous allons changer totalement de sujet puisqu'on va parler de comédie musicale tout à l'heure, juste après donc ce zap culturel qui a été donc réalisé par le duo magique de TV5 Monde, Estelle Martin et Aurore Marty. Il fallait une entrée spectaculaire, elle a choisi la cage et les samouraïs. Madonna reste Madonna, les 2 heures de show sont plutôt inégales, mais à 57 ans, elle mène toujours la danse dans une forme impressionnante. De la couleur et des symboles qui viennent contraster les lieux qui les abritent. Vous vous trouvez à Motier, dans un musée d'art aborigène australien, dans une ancienne grange qui a été rénovée en 2008. Sa voix et son rire sont légendaires. Dans sa dernière apparition hier, Adele annonce à ses fans qu'elle va entamer une tournée dans toute l'Europe, la première depuis 4 ans. Vous dites « Putain, c'est un métier d'amour ». Vous précisez, je pense que chanteuse, religieuse ou putain, c'est la même chose. L'idée du film, Laila Bouzid l'a eue pendant la Révolution. Elle voulait redonner la parole à cette jeunesse tunisienne muselée. Elle a tout de suite pensé à un groupe de rock pour incarner cette liberté. Ils sont prêts à braver les contrôles de sécurité. Les Tunisiens se pressent pour assister à la projection du sulfureux Much Loved. C'est leur réponse à l'attentat de mardi. Ils veulent nous faire peur, nous on n'a pas peur, on doit sortir, on doit vivre. Caridad, carimi caridad, con Django, de Maya, au Maya la Vatala. Tant qu'il y aura un homme pour chanter, il nous sera permis d'espérer un jour la paix. Le parolier déconseille aux chanteurs débutants de vouloir tout faire tout seul. C'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on a forcément une belle plume, c'est pas parce qu'on a une belle plume qu'on a forcément une belle voix. Destinés, on était tous les deux destinés. Pierre Lame, que j'aime beaucoup et qui me manque beaucoup, avait dit un jour sur le tournage, avait dit « Je savais que tu étais un boxeur raté, je savais que tu étais un chanteur raté, bien sûr, et maintenant j'ai la preuve que tu es un acteur raté. » Depuis 10 ans, la Manufacture crée une nouvelle génération d'acteurs de plus en plus présents. Je pense que quand on sort de la Manufacture, on a plus de chances que sans doute les élèves qui sortent des Teinturies ou de Serge Martin. Ces 2 amis et associés, et des amis vraiment très très proches, qui sont associés dans une galerie d'art à San Francisco, et il y en a un qui est juif et l'autre qui ne l'est pas, et celui qui est chrétien repart en Allemagne élever ses enfants, et c'est en 1933. Je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. Dans une cité imaginaire, Almitra, 8 ans, est une gamine délurée qui fait les 400 coups. Ai-je entendu une souris? Sa route croise celle de Mustapha, un poète emprisonné pour ses idées. La DMA. Ah, on reprend. C'est un joli message. Dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus important. Dans la cour des Invalides, les portraits des victimes défilent sur un hymne à l'amour pour célébrer la vie, alors que la peine est si lourde.
À l'affiche à Paris, donc dans les conditions que vous connaissez, donc un des grands duos de la variété française. Il s'agit évidemment de France Gall et de Michel Berger avec cette comédie musicale qui s'appelle Résiste, titre une de chansons célèbres, donc interprétée par France et donc écrite par Michel Berger. C'est un amour perdu depuis 24 ans, depuis la disparition de Michel Berger. Cette comédie musicale, on en a beaucoup parlé pendant des années d'un projet qui pourrait exister et qui finalement existe. Réponse, bien évidemment, sur la qualité de l'entreprise que vous pouvez découvrir juste après la bande-annonce que voici. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi ici et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? C'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, oh, résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi assis et persiste. Oh, résiste. Pour le début du monde, pour tous ceux qui ont peur, pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur, résiste. D'une certaine manière, Yves Bigot donc, est le biographe non officiel de cette aventure, de cette histoire. Il faut quand même d'abord rappeler, Yves, qu'il y a depuis très très longtemps eu des rumeurs sur la possibilité que, au fond, le travail de Berger et Gall soit mis en comédie musicale. On a cru que ça allait avoir lieu. Et puis, d'une certaine manière, ça a émergé ces derniers mois, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, elle est directement sur scène. Pourquoi il a fallu tant d'années ? Alors sans doute parce qu'il y a eu plusieurs projets, si vous voulez. Il y avait le projet qui était notamment celui de Luc Plamondon, de refaire Starmania, non seulement sur scène, ce qu'il n'a pas pu faire, hein, parce que ça lui a été interdit par France Gall, au nom de l'administration des droits de Michel Berger. Et Luc a travaillé aussi beaucoup à Montréal et également à Montreux, avec une équipe qui voulait faire un film, notamment avec beaucoup d'animation qui était développée à Montreux, le film de Starmania. Ce projet ayant été bloqué, je pense que France a mis des années à mûrir, en fait, le travail qu'elle voulait faire à partir des chansons de Michel Berger. Il y a d'abord eu les spectacles, puis elle a arrêté de chanter. Ensuite, il y a eu les rééditions des intégrales, la sienne à elle propre, celle de Michel. Donc il y a eu tout ce travail de mémoire, des émissions de télévision. Et puis arrivé au bout de ce travail de mémoire, il ne restait plus qu'une chose à faire, c'était un spectacle. Quelle forme de spectacle? Est-ce que ça allait prendre de la télé-réalité? Donc France, elle a toujours des ambitions très grandes, donc elle voulait une très grande comédie musicale à l'américaine, puisque l'objectif de toute la vie de Michel Berger, c'était de dire si les Américains savent le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire. D'ailleurs, au moment où il mourait, il était en partance pour les États-Unis, il faut dire la vérité.
Oui, et il montait justement Starmania en Angleterre, sur scène. Juste à ce moment-là, il allait le monter. Donc il y a ce projet qui arrive au bout et qui est une manière d'être allé chercher une histoire, en fait, qui fasse comme un Starmania bis, on va dire, à partir d'histoires, de personnages qui sont eux-mêmes présents dans les chansons de Michel Berger, qui écrivait beaucoup justement avec des personnages. C'était déjà un peu l'album concept de France Gall, Dancing Disco, c'était déjà un peu ça, et c'est un peu ça qui sert, on va dire, de départ à la cette comédie musicale Résiste, alors que je n'ai pas vu, puisque je devais y aller le mardi qui a suivi le vendredi du Bataclan, et donc je ne l'ai pas vu, mais je sais que Michel l'avait vu. Oui, effectivement, j'étais là, mais je suis le seul autour de la table qui l'a vu, c'est ça? C'est pour ça qu'on vous regarde avec des yeux à la fois gourmands, interrogatifs. Non, il y a évidemment... Soyez franc, le Cervin. Je le suis toujours. Je précise pour Arnaud Vivian que nous appelons Michel Siruty le Cervin depuis le début de cette aventure de 300 millions de critiques. Parenthèse, Helvet Underground. Oui, c'est selon, mais l'un et l'autre. C'est un amateur de jazz et proche de la montagne. Allons-y. Vous avez vu, vous parlez. Alors, d'une part, il y a évidemment, quand on entre dans la salle et qu'on assiste à un spectacle comme ça, il y a forcément, on ne peut pas oublier la dimension, on va dire, affective, tragique, historique, de la mort de Michel Berger, de ce qu'il a laissé au patrimoine de la chanson française, de France Gall, enfin bref. On est évidemment pris par tout ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on rentre dans la salle également, ce qui est intéressant de voir, c'est le public, parce que le public qui est là est évidemment un public qui a partagé ses chansons, on va dire, dans les années 80, qui avait 20 ans, qui en a 50 aujourd'hui, donc c'est un public plutôt de quinquas, voire de sexagénaires, ce qui n'est pas inintéressant non plus, je vous dirai pourquoi. Et puis après, quand on assiste au spectacle en lui-même, évidemment, il y a toute la galerie des chansons qui passent de Michel Berger. Les gens se lèvent, dansent, chantent, bougent, chantent avec les acteurs et comédiens qui sont sur scène. Je sens que le mai va arriver. C'est très généreux. Non, c'est très généreux. Oui, il y a un mai, évidemment. Il y a un mai alors, Michel, il faut rappeler d'ailleurs que Michel Berger est le premier en France qui a fait chanter le public, mais de manière presque prof de musique. C'est-à-dire qu'il battait quasiment la mesure, et c'est lui qui a souhaité, en tous les cas, créer cette espèce de communion avec le public à travers le chant. Pardon. Alors là, en l'occurrence, à la représentation à laquelle j'ai participé, ça a formidablement bien marché. Les gens se sont levés spontanément. Enfin, tout le Palais des Sports était debout sur bon nombre de chansons. Le mai, pour moi, il est sur non pas les chansons, non pas l'héritage de Michel Berger, non pas la réorchestration. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de prise de risque qui est faite quant aux chansons. C'est plutôt des covers assez proches des originaux. Il y a pas mal d'hétérogénéité, on va dire, par rapport aux comédiens artistes qui sont sur scène. Il y a de très bons chanteurs, en tout cas deux. Voilà. Après, il y en a certains qui sont un peu plus à la peine pour moi. J'ai eu beaucoup de peine avec les dialogues, les parties qui étaient non chantées. Alors, ce sont des artistes, ce sont des musiciens, ça c'est certain. Par contre, ce ne sont pas forcément des comédiens. Et on sent que là, il y a une certaine gêne à être sur scène. Le texte n'est pas véritablement maîtrisé, appris, su, intégré. Donc voilà, là, ça marche moins bien. Mais par contre... Et ça peut être simplement une question de début, parce que débuter une comédie musicale dans le contexte parisien actuel, c'est pas forcément facile pour des jeunes gens. Alors, même si c'est un grand metteur en scène qui est à l'origine de tout ça et qui l'a dit cela, avec une chorégraphie de la chorégraphe, notamment de Stromae et les autres, qui s'appelle Marion Motin. Enfin, il y a... Absolument, les chorégraphies sont alors très très bien. On s'est fait effectivement la réflexion, on était quelques-uns à voir ça hier soir. Les chorégraphies, voilà, on s'est dit, ça rappelle évidemment Christine and the Saints, et pour cause. Ça fonctionne très bien. Moi, je serais peut-être un tout petit peu plus vachard, on va dire ça comme ça, par rapport aux comédiens. Les États-Unis ont l'habitude d'avoir des artistes qui sont polyvalents, c'est-à-dire qui sont comédiens, acteurs, chanteurs, musiciens, etc. Nous, ici en Europe, je ne parle pas simplement de la France, la Suisse c'est un peu la même chose, à part quelques rares exceptions, on est comédien, ou on est chanteur, ou on est etc. Et là, il va falloir qu'ils apprennent à faire les deux, et on voit clairement qu'ils sont musiciens, mais qu'ils ne sont pas vraiment acteurs, ils ne sont pas vraiment comédiens. Quand on regarde les critiques de ce spectacle-là, on se dit, coudonc, les gens vont là parce que, premièrement, il y a un répertoire extraordinaire. Oui. Et ce qu'ils vont entendre, dans le fond, ils vont entendre les chansons de France Gall, parce que même nous, au Québec... Michel Berger. Michel Berger, oui, c'est ça. Mais quand on est un peu plus loin, évidemment, de cet univers-là, parce que on l'a peut-être moins connu dans les années 60. Évidemment, il y a eu l'épisode Starmania où moi, j'ai connu, en fait, France Gall. Je me souviens d'avoir entendu ce timbre qui est vraiment très particulier. Et c'est intéressant quand on regarde dans sa carrière aussi que c'est une femme
au point de vue de l'histoire, il y a quelque chose de très américain, hein, qui naît dans un milieu très musical, biberonné au plus grand, très, très tôt. Sa carrière démarre en Lyon. Et après ça, il y a une période un peu passage à vide, hein, jusqu'à ce qu'elle rencontre Michel Berger, où il y a aussi la naissance de cette voix-là. Parce que je suis allé écouter les enregistrements des années 60 et c'est fascinant de voir comment il y a une recréation de la France Gall dans les années 70. Le thème de la voix est complètement différent. Michel Berger lui a appris à chanter. C'est ça, mais c'est hallucinant. Avant, elle chante relativement bien du jazz, d'ailleurs avec un swing très rare. Très Brubeckien. Exactement, très rare chez les chanteuses françaises. Mais... Mathieu termine, pardonnez-moi. Non, mais juste Michel Berger, il lui a appris, mais comme à la grande majorité des interprètes français, il lui a appris à phraser le français de manière moderne pour donner de l'intelligence aux mots et en même temps leur donner une rythmique qui colle avec la musique. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant parce que l'histoire, c'est une histoire qui se met admirablement bien en musique parce que d'une part, on a évidemment des chansons, des trucs inoubliables et en plus, le destin de cette femme-là, quand même, c'est fascinant de voir que c'est quelqu'un qui a su se réinventer après un passage qui serait venu à bout de bien des chanteurs. Mon cher Arnaud, est-ce que vous êtes un fan de la groupe du pianiste, de Si Maman Si, parce qu'on peut chanter, nous aussi. Hein. Je vais vous étonner, mais oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, je suis hyper fan. Écoutez, moi j'avais 18 ans au moment de ces tubes. Ma petite amie à l'époque était le sosie de France Gall, parce que j'adorais. Et vous, ça s'est terminé mieux France Gall en salopette, là, France Gall en salopette avec ses baskets, là, donc on est en 80, 81. Hein. C'est ce moment-là. Cette émission. Voilà. Ne regardez plus cette émission. C'était franchement une tranche d'érotisme pour le jeune garçon que j'étais. Et par ailleurs, il y a une énergie chez ce petit bout de femme. C'est ça qui était fabuleux, quoi. Je veux dire. Et effectivement, elle a trouvé beaucoup plus qu'avec Gainsbourg, qui l'entraînait vers des choses perverses finalement. Sulfureuses. Voilà, sulfureuse. Avec Michel Berger, elle a trouvé quelqu'un qui a mis en musique l'énergie qu'elle avait. Absolument folle chez ce petit bout de femme. Et voilà, moi, je suis un grand amoureux de France Gall, ouais. Et vous, Estelle Martine? Moi, je suis plus Michel Berger que France Gall. Mais c'est vrai que ce qui m'étonne avec Michel Berger, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas son successeur. Alors oui, il y a Benjamin Biolay qui écrit de très beaux textes. On peut penser à Julien Doré. J'ai rencontré beaucoup de chanteurs français, de pop notamment. C'est un peu la figure tutélaire, Michel Berger, parce que c'est quand même lui on parlait de Véronique Sanson, c'est pas un hasard, c'est quand même lui qui a fait swinger la langue française, qui a révolutionné une partie, enfin pour moi, c'est mon avis, qui a fait vraiment révolutionner la chanson française, la chanson pop. Et c'est vrai que Michel Berger, quand j'ai revu 450 chansons et des tubes incroyables, et même on les réécoute, moi tout de suite ça me pose une espèce de nostalgie. Alors j'irai pas voir le spectacle parce que moi j'ai peur justement de cette histoire qui est racontée autour d'une boîte de nuit qui est en train de tomber en déshérence. Après je suis sûre que les titres résistent. Ça m'a rappelé Sabina Zema dans On connaît la chanson de René. C'est une chanson absolument géniale. Puis en ce moment, encore plus que voilà, moi je résiste. C'est une chanson qu'on a envie de chanter. Vous avez l'envie, mais vous n'avez pas l'envie. Non, moi vous avez l'envie, mais vous n'avez pas le désir. Non, mais j'ai réécouté plein de tubes de Berger. Et je trouve que vraiment, il est incroyable. Non, mais Diego, c'est une très belle chanson. J'adore pas, je n'aime pas vraiment Johnny Hallyday, même si mon père était un grand fan, donc j'ai écouté Johnny Hallyday toute mon enfance. Votre père là où il est. Mais vraiment, voilà, et il a adoré. Mais si on écoute Diego, chanson écrite par Michel Berger, bon, ça vous arrache des larmes quand même. Aussi, voilà, c'est quand même des. Je vais demander à Yves qui le verra. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans cette petite partie de l'histoire de la musique française, c'est la grande gaieté de ce qui est écrit et le grand drame qui est derrière tous ces mots. C'est-à-dire les relations Gall-Berger qui n'étaient plus exactement ce qu'elles étaient, les relations compliquées Berger-Véronique Sanson avec le départ de Véronique Sanson avec Stephen Stills aux États-Unis. C'est un moment quand même particulier de l'histoire de la chanson française. Et vous pouvez ajouter, Guillaume, les relations très compliquées entre Michel Berger et son père, le professeur Hamburger, 3 fois académicien. Et je pense que c'est un résumé parfait de ce qu'est on sent toujours qu'il y a, la musique on dit au théâtre, dans le sous-texte, on sent qu'il y a une sorte de léger drame derrière ces accords. Guillaume, c'est la définition même de la pop. C'est le sourire à travers les larmes. C'est-à-dire cette légèreté, cette joie de vivre à laquelle vous faites allusion, qui est exprimée, parce que Michel Berger, c'était quelqu'un d'extrêmement positif, quelqu'un qui était très engagé, justement, qui voulait se battre pour que le monde aille mieux. Et en même temps,
il vivait, lui, des séries de drames personnels, la mort de son frère, la maladie de sa fille, ses difficultés, effectivement, de couple, ses difficultés de la rupture avec Véronique Sanson, etc. Toutes ces choses, c'est quelqu'un dont la vie est dramatique et qui on exprime, sent ça derrière, voilà, qui exprime si bien la pop, avec, malgré justement cette souffrance permanente et cette conscience de son destin, et donc de sa fin et du malheur, c'est l'expression, malgré tout ça, de la joie de vivre. Mais ça peut résumer aussi bien les Beatles que toute la pop musique mondiale. Elton John et Bernie Taupin, le parolier et le pianiste, qui est une sorte, finalement, qui est la version globale et planétaire de Michel Berger, finalement, Elton John. Et qui était fan, Elton John, pour le coup, de Michel et de France. Ils ont fait des chansons ensemble. Et il y avait même une tournée, un album entier qui était prévu, et une tournée. Ça n'a pas eu lieu parce que France Gall était enceinte à ce moment-là. Et c'est ça qui a fait que le mélange des couples Elton John, Bernie Taupin et Michel Berger, France Gall n'a pas été plus loin qu'un 45 tours. Nous allons terminer avec l'interactivité de 300 millions de critiques que voici. Vous suivez évidemment. Alors, un tweet de Sébastien, qui est émerveillé par le spectacle de France Gall. Et puis, vous suivez évidemment toute l'actualité de l'émission sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous découvrirez au bas de notre écran, bien évidemment, des infos sur le site internet de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui ou tenté d'aborder avec mes camarades. Les coups de cœur, si vous en avez. Michel. Oui, j'en ai un. Il est tout petit, mais il est important. C'est celui-ci, c'est le petit lexique des belles erreurs de la langue française et de Suisse romande. C'est édité chez... Ça a l'air très bien. Éducation et psychologie. Oui, absolument. C'est pédagogie. Je ne me rappelle plus les éditions. Attendez, je vais quand même vous donner les éditions. Loisirs et pédagogie. Voilà, loisirs et pédagogie. Ça nous décrit bien, je trouve. Hein. C'est très 300 millions de critiques. Non, mais on va faire un exercice pratique. C'est un petit bouquin qui recueille, on va dire, toutes les erreurs que nous pouvons faire et qui les corrige également, des erreurs auxquelles on n'a pas forcément... on ne fait pas forcément attention. Par exemple, si je vous dis Guillaume Durand s'est installé au volant de sa voiture, il a démarré. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la voiture qui a démarré. Non. Ben, ça ne se dit pas. On fait démarrer une voiture, on ne démarre pas une voiture. Voilà, par exemple. Par exemple, quand vous êtes au fond d'une impasse, vous reculez ou vous faites demi-tour? C'est en train de se transformer en auto-école, 300 millions de critiques. C'est assez bizarre, cette émission. Nous avons commencé dans la profondeur, la compassion. Ah bah, il y en a un pas, son Et maintenant, auto-école. Oui. Alors moi, j'aimerais bien que vous lisiez, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, la définition. Alors, vous allez au mot « con », et la définition qui est donnée par, justement, une anthologie que je ne connaissais pas. 175, j'ai vu ça tout à l'heure. Qui est forcément un double sens, c'est-à-dire à la fois le sexe de la femme, Courbet, et en même temps l'imbécile heureux. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est un peu long, mais je vous lis juste la fin. J'ai remarqué la fin. Mais c'est mon coup de cœur. C'est l'éminent et regretté lexicographe Léo Campion, à qui nous devons la définition la plus remarquable par sa concision, à propos du mot « con », je cite, « imbécile qui n'a de cet organe ni la profondeur ni la saveur ». Voilà. Bravo. Nous avons fait 2 coups de cœur en un. Alors, François Armanet, aux éditions Flammarion, propose la bibliothèque idéale du naufragé, les 3 livres que vous emporteriez sur une île déserte, et il a interrogé les grands écrivains du monde entier sur ce sujet. Voilà, journaliste au Nouvel Observateur, depuis des années, journaliste culturel. Et très bon camarade. Et écrivain, et cinéaste aussi, qui a fait le film et le roman sur la bande du drugstore, et qui a interrogé aussi bien Philippe Jean que James Ellroy ou Bret Easton Ellis. Mon cher Mathieu. En fait, notre sujet sur l'Amérique, l'Amérique en français, m'a donné le goût de me replonger dans une émission qui a été diffusée à Radio-Canada, sur la première de Radio-Canada à la radio il y a quelques années. Et elle est disponible sur iTunes. Alors, s'il y a des gens partout dans le monde, s'il y a de nos 300 millions de critiques qui veulent découvrir cette histoire alternative de l'Amérique, parce que l'Amérique a été beaucoup créée, pensée, imaginée, découverte par des Français, des Canadiens français, des Français, des Métis. L'émission s'appelle « De remarquables oubliés ». C'est un anthropologue très célèbre au Canada qui s'appelle Serge Bouchard, qui nous raconte vraiment, c'est épique cette histoire-là. Il y a une dizaine d'émissions qui sont disponibles, elles coûtent environ 1,50 € chaque. Vous les téléchargez sur le site iTunes, donc de remarquables oubliés, Serge Bouchard, pour découvrir l'histoire de cette Amérique française qu'on ne connaît vraiment pas assez.
Mon cher Arnaud Vivian, est-ce que vous êtes venu avec un petit coup de cœur? Mais oui, c'est les 60 ans du Masque et la Plume, la célèbre émission à laquelle de France participe, Inter. bien évidemment, Arnaud depuis des années. Voilà, et qui est animée depuis à peine 20 ans par Jérôme Garcin, qui vient de lui consacrer un livre qui s'appelle Nos Dimanches. C'est publié chez Grasset. C'est une sorte d'abécédaire qui raconte donc ces 60 ans d'émission avec des portraits de ceux qui participent, des critiques qui participent à cette émission et plein d'anecdotes. Voilà, c'est un livre anniversaire pour une émission qui est devenue une sorte de fétiche de la culture française. Vous savez que c'est très populaire au Québec. Hein? Il y a vrai? beaucoup de gens qui la téléchargent, justement. Ah oui, maintenant, il y a sur le site énormément, de France 400 000 podcasts par émission, je crois. Donc c'est vraiment... Et ça a été fondé dans une version, si ma mémoire est bonne, antérieure par un poète qui s'appelait Jean Tardieu. Oui, et à l'époque, il y avait des gens comme Roland Barthes, etc., qui travaillaient pour cette émission de radio qui est devenue célèbre au moment où Charançol et Jean-Louis Bory ont commencé à s'en papaouter, c'est le cas de le dire, mais sur le plan... je vous rassure tout de suite. Intellectuel. Intellectuel, oui. Voilà. Très bon livre, effectivement, de Jérôme Garcin. Estelle Martine. Alors, mon coup de cœur est musical, puisque c'est mon rappeur préféré. Il s'appelle Oxmo Puccino, je pense que vous le connaissez. Son dernier album, le 7e, vient de sortir, La Voie lactée. Alors, ce serait un jeune écrivain, vu son âge, mais dans le milieu du rap, il a un peu de la bouteille. Et voilà, moi, ce que j'aime, c'est son phrasé, sa plume. C'est toujours intelligent, Oxmo Puccino. En plus, il s'ouvre à différents univers musicaux. C'est encore le cas ici, donc c'est chez 5-7. Il sera à l'Olympia le 30 mars 2016, et on le surnomme le Black Jack Brel, si vous... Voilà, Black Jacques Brel. Voilà, ce sera mieux. Et il est français. Et voilà. Et moi, j'espère que vous écouterez cet album. La Voie lactée, c'est vraiment un très bel album. Vous pouvez me chanter le début d'Amsterdam? Non, je chante très mal. Vous pouvez essayer de chanter le début d'Amsterdam? Non. Non, la torture ne marche pas, même la torture morale. Notre ami réalisateur, nos amis caméramans vont zoomer. Il y a des Martins qui boivent. Voilà, vont zoomer sur ces portraits de Verlaine. Joli. Sur ces portraits de Verlaine, je vais y arriver au Café François 1er. Donc vous le voyez au fond de cette salle. Je vais monter doucement, vous allez pouvoir zoomer à propos de cette exposition magnifique en Belgique. Cellule 252, donc à Mons, édition Mardaga, et le livre est de Bernard Boussman. Merci d'avoir passé cette quasi-journée ensemble. Bien évidemment, vous vous ruez sur les livres, vous allez au cinéma, aux salles de spectacle, et nous sommes ravis de vous accompagner toutes les semaines sur TV5 avec 300 millions de critiques. À la semaine prochaine. Ciao. Parole interdite, au moins de 30 balais. Retourne au confort quand le biberon te calait. Tes pensées naissent de papa, maman ou pas. Fréquemment leurs grands-parents sont coupables. L'espoir sans voyelle, paumé entre moyens. Publicité, la mode, le regard du voisin. C'est un exploit de penser par soi-même. Quelle que soit la fortune, on finit pauvre quand on exauce que les vœux des autres.